Alors, dossier numéro 4, eh bien, un dossier qui va nous faire parler un peu des items de néonatologie, de maternité, etc. D'abord, une chose à bien retenir, si vous avez un dossier qui concerne un nouveau-né, un enfant qui a moins d'1 mois, ou un enfant qui vient de naître en maternité, s'il y a un diagnostic que vous devez évoquer, quoi qu'il se passe, quel que soit le symptôme dont on vous parle, quel que soit le contexte du dossier, quoi qu'il arrive, de toute façon, toujours, il faudra évoquer un truc, une infection materno-fétale. Un dossier de néonat où vous ne parlez pas de l'infection materno-fétale, c'est sûr que vous êtes passé à côté de quelque chose dans le dossier. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est un nouveau-né, il y a quelque chose qui ne se passe pas normalement, c'est une infection materno-fétale jusqu'à preuve du contraire. Donc vraiment bien avoir ça en tête. Quoi qu'il se passe, infection materno-fétale. Alors maintenant, eh bien, reprenons les questions une à une. Question numéro 1, on vous dit quels sont les grands items que vous recherchez dans le dossier obstétrical pour évaluer les situations à risque de cette naissance. Lorsqu'un enfant naît, eh bien, finalement, il a passé beaucoup plus de temps dans le ventre de sa mère que dehors. Donc, il va falloir s'enquérir d'abord des antécédents familiaux. Y a-t-il des maladies particulières dans la famille? Deuxièmement, des antécédents médicaux maternels. Est-ce que la mère a une pathologie particulière? Et troisièmement, les antécédents obstétricaux. Comment s'est passée la grossesse? Et là, c'est l'ensemble des items que vous avez dans votre programme de gynécologie qui concerne la grossesse. Et enfin, dernier point, comment s'est déroulé l'accouchement? Voilà les 4 grands items qu'il faut dérouler. Les antécédents familiaux, les antécédents médicaux de la mère, comment s'est passée la grossesse et comment s'est passé l'accouchement. C'est là que sont l'ensemble des informations. Alors après, à l'intérieur, évidemment, il faut développer un peu plus. Mais les antécédents familiaux, n'importe quel antécédent familiaux, maladies génétiques, etc. Les antécédents médicaux de la mère, n'importe quelle pathologie, n'importe quelle prise de médicaments qui pourrait changer quoi que ce soit à la prise en charge et à la grossesse. Les antécédents obstétricaux, tous les items d'obstétrique et le déroulement de l'accouchement. Question numéro 2, une question de cours. Quel geste effectuez-vous avec le nouveau-né et quels médicaments administrez-vous? Donc ça vraiment c'est du cours. Quand le nouveau-né arrive de la salle de mater, on le sèche, on désobstrue les voies aériennes en aspirant et on évalue le score d'Apgar rapidement pour avoir une idée grossière de la viabilité de l'enfant. Et puis on fait les soins du cordeau, donc on désinfecte, on vérifie qu'il y a le bon nombre de vaisseaux. On regarde alors, c'est encore dans vos livres mais on ne le fait quasiment plus, la perméabilité des coanes, de l'anus, etc. Le test de la seringue pour voir la perméabilité de l'œsophage, mais ça on ne le fait plus, même si ça traîne dans vos livres. On prend les mensurations, et puis il y a 2 mesures médicamenteuses qu'on fait. On administre la vitamine K, on met du collyre antibiotique contre les conjonctivites, on nettoie l'enfant, on met un bracelet d'identification, on fait un examen clinique rapide et on l'amène auprès de sa mère. Donc ça c'est vraiment du cours, pas grand chose à dire dessus. Question numéro 3, le nouveau-né se porte bien, l'Apgar est à 10-10, que signifie avoir 10 au score d'Apgar? Alors, le score d'Apgar, c'est 5 critères qu'il faut connaître. La fréquence cardiaque, la respiration, le tonus, la réactivité et la coloration. Et un Apgar à 10, ça veut dire que tout va bien. Donc une fréquence cardiaque supérieure à 100, une respiration qui est normale avec un cri vigoureux, un tonus qui est normal, une réactivité normale avec un cri qui est vif. Et enfin une coloration rose ou rouge, donc normale. Question numéro 4. Donc on vous dit qu'on amène voir un nouveau-né sur place. Il a une détresse respiratoire. On vous demande quelle est votre principale hypothèse diagnostique d'après votre examen clinique et ce, sans le justifier. Alors, les détresses respiratoires du nouveau-né en salle de naissance, pas grand-chose à connaître, mais être bien systématique. On l'a dit, une détresse respiratoire, ça peut être dû à un problème au niveau des voies aériennes, ça peut être dû à un problème cardiaque, ça peut être dû à un problème digestif, ça peut être dû à un problème neurologique et enfin, ne jamais oublier, principale hypothèse diagnostique à évoquer, quoi qu'il arrive, une infection materno-fétale. Donc les hypothèses à évoquer, c'est 1. Une infection materno-fétale. Deuxièmement, une atteinte des voies aériennes. Alors dans les atteintes des voies aériennes, on a les atteintes des voies aériennes supérieures avec n'importe quelle malformation ORL qui empêche de respirer. Et puis les atteintes des voies aériennes inférieures avec la détresse respiratoire transitoire, la maladie des membranes hyalines, le pneumothorax, l'inhalation méconiale et la hernie diaphragmatique. On va revenir sur ces diagnostics dans 2 minutes. Autre atteinte, les atteintes cardiaques, n'importe quelle décompensation d'une cardiopathie à la naissance va entraîner une détresse respiratoire. Les causes digestives, c'est à peu près la même chose que la hernie diaphragmatique. Et enfin, n'importe quelle cause neurologique, n'importe quelle pathologie du cervelet ou de n'importe quelle pathologie qui va toucher les fonctions respiratoires vont entraîner une détresse respiratoire.
Alors dans ces causes de détresse des voies aériennes inférieures, la détresse respiratoire transitoire, c'est quoi? C'est grosso modo l'enfant qui, avant de sortir du ventre de sa mère, boit la tasse. Donc, généralement, c'est le gros bébé qui n'a pas eu le temps de se préparer à l'accouchement, donc plutôt au cours d'une césarienne. Eh bien, il boit un petit peu du liquide qui se trouve dans le ventre. Finalement, quand il naît, il y a une petite détresse respiratoire et puis le liquide est résorbé dans les quelques minutes ou les quelques heures après la naissance et la détresse respiratoire rentre dans l'ordre. Donc, c'est des patients qui ont une petite détresse respiratoire, qui sont plutôt un peu gros, qui sont sortis par césarienne et la détresse respiratoire rentre dans l'ordre en quelques minutes. La maladie des membranes hyalines, c'est quoi? C'est un défaut de surfactant. Ça ne touche donc que les enfants qui sont nés prématurés, Le surfactant faisant défaut, eh bien, les alvéoles ont du mal à s'ouvrir et donc à l'auscultation on a des crépitants qui sont diffus avec à la radiologie des opacités alvéolaires diffuses. D'accord, c'est une pathologie alvéolaire avec vraiment des alvéoles qui ont du mal à s'ouvrir. On ne l'évoque qu'en cas de prématurité. Le pneumothorax, c'est exceptionnellement primitif, c'est généralement secondaire à une ventilation du nouveau-né lorsqu'il naît beaucoup trop importante, donc extrêmement rare à évoquer. L'inhalation du liquide méconial, c'est quoi? Eh bien, en cas de souffrance fœtale au moment de l'accouchement, le bébé va émettre ses premières selles à l'intérieur du ventre de la mère, et donc le liquide amniotique, au lieu d'être transparent, va devenir vert et noirâtre. Or, comme ce liquide va devenir un peu plus solide, il peut arriver parfois que l'enfant en inhale une partie, et ceci peut entraîner une détresse respiratoire. Le diagnostic, il se fait sur quoi? Sur une détresse respiratoire associée à une souffrance fœtale au moment de l'accouchement, donc un accouchement un peu compliqué ou un contexte d'infection, et puis un enfant qui est recouvert de liquide méconial, c'est-à-dire de liquide vert. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette détresse respiratoire? C'est que quand on la prend en charge, il ne faut surtout pas ventiler l'enfant avec une ventilation au ballon, parce que dans ce cas-là, on envoie de l'air, mais en envoyant de l'air, on repousse l'ensemble des petites sécrétions méconiales vers le poumon et on aggrave la situation. Donc il faut prendre un laryngoscope, comme si on allait intuber l'enfant, aspirer, et puis une fois qu'on a tout aspiré, on peut alors le reventiler tranquillement. Et puis la hernie diaphragmatique, c'est quoi? Eh bien, c'est au niveau du diaphragme, il y a un petit trou, et donc du tube digestif passe de bas en haut et se met au niveau du poumon, et donc empêche le poumon de se développer normalement. Et donc l'enfant a une gêne respiratoire puisque le poumon ne veut pas s'étendre normalement, et il y a du tube digestif à la place. Et le diagnostic, il se fait à l'auscultation, eh bien on entend des bruits digestifs au niveau pulmonaire. Les causes cardiaques, eh bien, dans ce cas-là, on a un examen cardiaque qui n'est pas normal, et les causes neurologiques, un examen neurologique qui n'est pas normal. Donc si on reprend ici notre dossier, eh bien, il fallait évoquer une inhalation de liquide méconial, puisque l'enfant était recouvert de méconium. On vous demandait donc quel était votre traitement. Eh bien, le traitement, on l'a dit, c'est en urgence, pas de ventilation au masque, mais une intubation pour pouvoir l'aspirer. Et une fois qu'on a bien aspiré au niveau trachéal l'ensemble du méconium, alors, eh bien, on le laisse soit en ventilation spontanée, soit en ventilation artificielle en fonction de ce que l'enfant arrive à faire. Donc voilà, grosso modo, ce qu'il y a à voir sur la détresse respiratoire de l'enfant. Pas grand-chose de très compliqué, mais à bien évoquer les causes des voies aériennes, les causes cardiaques, les causes neurologiques. Question numéro 6, question sur les infections materno-fœtales. Donc c'est simple, c'est un enfant qui va un peu moins bien et on vous demande quelle est votre principale hypothèse diagnostique. Et bien donc on l'a dit, c'est une infection materno-fœtale. Et comme on l'a dit, dès lors qu'un enfant a le moindre signe clinique qui ne va pas bien, c'est une infection materno-fœtale jusqu'à preuve du contraire. Donc ici, eh bien, il fallait l'évoquer deux principes devant un nouveau-né qui va mal. De plus, il y avait des critères obstétricaux puisque le liquide amniotique était teinté. Et enfin, à l'examen du nouveau-né, il avait un teint septique, un trouble du tonus et de la vigilance. Mais vraiment, n'importe quel signe clinique qui concerne un nouveau-né, c'est une infection materno-fœtale. Alors, question numéro 7. Quels éléments recherchez-vous en faveur de ce diagnostic? Alors là, il y a une conférence de consensus sur les différents éléments qui doivent vous faire évoquer une infection materno-fœtale. Là encore, bien avoir en tête que finalement, on va rechercher des éléments
qui ont eu lieu pendant la grossesse, on va rechercher des éléments qui ont eu lieu pendant l'accouchement, et puis ensuite on va regarder ce qui se passe lorsque l'enfant est né. C'est dans ces 3 situations qu'on prend des arguments en faveur d'une infection materno-fétale. Alors au niveau obstétrical, qu'est-ce qu'on va rechercher? La présence d'une chorioamniotite, la présence d'un contexte de streptocoque B avec une antibioprophylaxie qui n'a pas été complète, donc soit un antécédent d'infection à strepto B, soit un PV positif à strepto B, soit une bactériurie à strepto B pendant la grossesse et l'absence d'antibioprophylaxie au moment de l'accouchement. Puis, au moment de l'accouchement, eh bien, on va regarder s'il y a eu de la fièvre, on va regarder si la poche des os est restée ouverte plus de 12 heures ou pas. Et puis, est-ce qu'il y a eu une souffrance fœtale, donc des anomalies du rythme cardiaque fœtal. Et enfin, à l'examen du nouveau-né, n'importe quelle anomalie, qu'elle soit thermique, respiratoire, hémodynamique, neurologique, digestive ou autre. Voilà l'ensemble des éléments qu'on recherche en faveur du diagnostic d'infection materno-fétale. N'importe lequel de ces éléments incite à la surveillance très rapprochée, voire à des explorations à la recherche d'une infection materno-fétale. Tout le principe est que les choses peuvent évoluer extrêmement vite et donc on est extrêmement prévenant dans ces histoires. Le portage de strepto B pendant une grossesse antérieure est-elle un facteur de risque d'IMF? Alors le portage non, mais une infection oui. Et en cas de PV positif à strepto B pendant la grossesse, quelle antibioprophylaxie propose-t-on? Alors à ma connaissance, de l'amoxicilline, c'est amplement suffisant au moment de l'accouchement, mais là encore à vérifier avec le conférencier de gynécologie. Mais de ce que moi je vois dans les dossiers, c'est principalement de l'amoxicilline, mais quand même demandez à votre conférencier qui lui pourra vous dire vraiment les choses telles qu'elles sont selon les dernières recommandations. Question numéro 8, quelle est votre prise en charge? La prise en charge diagnostique c'est simple, c'est tout, donc on recherche tout. Chez la mère, prélèvement vaginal, ECBU. Chez le nouveau-né, écouvillonnage périphérique, liquide gastrique, ECBU, PL, hémoculture, NUM, CRP. On fait tout, on ne se pose pas de questions, on recherche du microbe partout. Et la prise en charge thérapeutique, c'est quoi? C'est une antibiothérapie qui doit couvrir le streptocoque, les BGN, plus ou moins l'hystéria. Pour couvrir les BGN, on a besoin de mettre une C3G. Pour couvrir le streptocoque, l'amoxicilline suffirait, mais la C3G couvre le streptocoque, donc finalement la C3G permet de couvrir le streptocoque et la BGN. Par contre, pour couvrir l'hystéria, il faut mettre l'amoxicilline parce que la C3G ne marche pas. Donc si on doit couvrir les 3 germes, c'est C3G plus amoxicilline et on rajoute toujours un aminoside. Si on n'a aucun argument en faveur d'un l'hystéria, on peut se contenter d'une antibiothérapie C3G plus aminoside. Donc la réponse, une antibiothérapie triple par voie intraveineuse, couvrant streptocoque, BBGN, l'hystéria, une céphalosporine de 3e génération, l'amoxicilline, un aminoside et une surveillance de l'efficacité et de la tolérance du traitement. La PL est-elle systématique même en l'absence de signes neurologiques? En théorie, oui. Voilà. En pratique, parfois, on est suspend, mais c'est quand même rare. Dans un dossier, c'est sûr que si vous avez un dossier d'infection materno-fétale, il faut faire une PL, même s'il n'y a aucun signe neurologique. Alors, question numéro 9, question sur l'ictère du nouveau-né. Juste 2 petites remarques sur l'ictère du nouveau-né. Cours pas très compliqué, juste comprendre. 1. Il existe une immaturité de la glycuroconjugaison, en termes de ce genre-là, en tout cas de la conjugaison de tout ce qui est bilirubine au niveau du foie. Donc, de toute façon, la dégradation de la bilirubine avec sa conjugaison va être immature et ne va pas bien fonctionner dans les premiers jours de vie. Il est donc normal qu'un nouveau-né ait un ictère, c'est ce qu'on appelle l'ictère physiologique. C'est généralement un ictère à bilirubine libre, puisque finalement, il y a un peu de bilirubine qui n'arrive pas à être conjuguée. Et donc, cette bilirubine libre augmente un peu dans le sang et va donner cette couleur jaune et donc cet ictère. Ça ne pose généralement aucun problème. Cependant, 2 problèmes peuvent y être associés. 1, dans certains cas, cette bilirubine libre, si elle est beaucoup trop élevée dans le sang, elle peut entraîner des complications neurologiques, c'est ce qu'on appelle l'ictère nucléaire. Donc il faut s'assurer que cet ictère physiologique n'est pas un ictère trop intense, parce que sinon, il peut y avoir des problèmes neurologiques. Deuxièmement, il existe certaines pathologies qui peuvent se passer au moment de la naissance, qui vont donner elles aussi un ictère, et qui peuvent entraîner soit un ictère à bilirubine libre, très important, qui n'est pas dû à un ictère physiologique mais à une pathologie
et dans ce cas-là, pouvant donner un ictère nucléaire, cette complication neurologique, soit ça peut être un ictère à bilirubine conjuguée, et dans ce cas, certaines étiologies sont à éliminer en urgence car elles nécessitent parfois un traitement chirurgical en urgence. Alors, quelles sont ces pathologies? On l'a dit, il y a deux possibilités. Soit on a un ictère à bilirubine libre, soit on a un ictère à bilirubine conjuguée. L'ictère à bilirubine libre, c'est simple. Les pathologies, c'est tout ce qui est hémolyse, donc plusieurs possibilités, les incompatibilités fœto-maternelles, groupe, résus, etc., qui vont entraîner une hémolyse, une augmentation de la bilirubine libre et donc un risque à la fois en termes d'anémie, mais aussi un risque à la fois en termes de bilirubine libre trop élevé et d'ictère nucléaire. On peut avoir une infection materno-fétale, on peut avoir l'ictère au lait de mère, qui est donc un ictère secondaire à l'allaitement, et enfin l'ictère physiologique, donc juste le fait que la conjugaison ne marche pas très bien. Juste un petit mot sur l'hémolyse, on a dit que ça pouvait être tout ce qui était incompatibilité fœto-maternelle, mais ça peut être aussi certaines maladies constitutionnelles, comme par exemple la sphérocytose. Et puis parmi les ictères conjugués, eh bien, on aura donc les ictères à bilirubine conjugués, c'est donc des cholestases. Et en cas de cholestase, il faudra évoquer une infection materno-fétale et une atrésie des voies biliaires. L'atrésie des voies biliaires nécessite un traitement chirurgical en urgence. Et donc, devant un ictère à bilirubine conjuguée, il faudra faire une échographie hépatique et des voies biliaires. Une fois qu'on a dit ça, alors devant un enfant qui est un peu jaune, comment savoir si cet ictère est probablement physiologique ou si c'est un ictère qui peut être secondaire à une étiologie et donc soit secondaire à une atrésie des voies biliaires nécessiter un traitement chirurgical en urgence, soit à une infection et nécessiter des antibiotiques, soit à une hémolyse et devant prévenir l'ictère nucléaire. Eh bien c'est simple, on va rechercher cliniquement l'ensemble des signes qui permettent d'éliminer ces étiologies. Donc on va rechercher l'ensemble des signes qui permettent d'éliminer une hémolyse, l'hépatomégalie, la splénomégalie, la pâleur, un contexte d'incompatibilité groupe résus, une hémoglobinurie, et puis à la numération, une anémie avec une hyperréticulocytose, les signes d'hémolyse. L'infection materno-fétale, n'importe quel signe clinique anormal à l'examen clinique. Un signe en faveur d'un ictère à bilirubine conjugué, et bien des signes en faveur d'une cholestase, donc des selles décolorées, une hépatomégalie, et puis à la biologie, un ictère à bilirubine conjugué. Si je n'ai aucun de ces signes, et qu'en plus de ça, mon ictère est survenu après 24 heures de vie, pas avant, et que mon ictère dure moins de 10 jours, et que mon ictère n'est pas trop intense, moins de 200, dans ce cas-là, j'ai un ictère physiologique. Pour poser le diagnostic d'ictère physiologique, je dois avoir un ictère qui n'est pas apparu le premier jour, qui ne dure pas plus que 10 jours, qui n'est pas trop intense, donc inférieur à 200, et qui n'a aucun signe d'hémolyse, d'infection et d'atrésie des voies biliaires. Voilà mes critères qui permettent de dire que j'ai affaire à un ictère physiologique. Faut-il contre-indiquer l'allaitement maternel? Alors, en cas d'ictère au lait de mère, aucun risque d'ictère nucléaire, premièrement, et deuxièmement, ce n'est surtout pas une contre-indication à l'arrêt de l'allaitement maternel. Ça disparaîtra au moment où on arrêtera l'allaitement maternel. Mais ce n'est pas une raison pour l'arrêter. Et y a-t-il un risque d'ictère nucléaire? Et la réponse est non. Aucun risque d'ictère nucléaire avec l'ictère au lait de mère, donc vraiment aucun problème par rapport à ça. Question numéro 10, on vous demande de rédiger l'ordonnance de sortie de la maternité. Eh bien, donc, comme toutes les questions sur rédaction d'ordonnance, le nom, la qualification, l'identité, le poids, la date, la signature, patati patata, tout ça vous devez connaître. Et puis ensuite, eh bien, un enfant qui sort de la maternité, on lui met sa supplémentation en vitamine D. On en avait discuté, on va en discuter un peu plus dans un dossier sur la conférence numéro 3. Et enfin, une supplémentation en vitamine K. La vitamine K, on la donne jusqu'à que l'on introduise des biberons de lait artificiel.